observer une minute de silence dans cette cellule où est mort Toussaint Louverture le 7 avril 1803. L'homme qui est mort ici, dans le froid et dans l'oubli, s'appelait Toussaint Louverture. Son nom me disait vaguement quelque chose, mais j'ignorais tout de cet ancien esclave noir, devenu général de l'armée française, puis gouverneur de Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti. Au nom du président de la République d'Haïti, son Excellence... 200 ans après sa mort, cette cérémonie rend hommage à celui qu'on appelait le premier des Noirs. Quelques officiels sont réunis pour l'occasion. L'ambassadeur d'Haïti, un ministre, des personnalités venues d'Afrique et des Antilles. Mais en France, l'indifférence est totale. Et à part quelques érudits, personne ne connaît Toussaint Louverture. Pourquoi ce grand personnage haïtien est-il mort ici, en plein cœur des montagnes du Haut-Jura? Quel crime a-t-il commis pour être déporté à 7000 km de chez lui, enfermé dans le plus grand secret? Autant de questions qui me décidèrent à partir sur les traces de Toussaint Louverture pour tenter de comprendre son histoire. Il y a trois grands fous ont traversé l'histoire du monde. C'est Socrate, Jésus et Toussaint Louverture. Mais Toussaint est peut-être le plus original des trois parce qu'il a renversé le système esclavagiste. J'adhère à la pensée de Toussaint Louverture parce que Toussaint a fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait avant lui et que peut-être personne d'autre ne pourrait pas renouveler. Rompre totalement avec le système esclavagiste. Ici, nous nous trouvons au haut du Cap et sur l'habitation Breda. C'est là qu'est né et a grandi Toussaint Louverture. C'est une grande habitation énorme sur laquelle travaillent énormément d'esclaves, entre autres Toussaint Louverture. Il y a passé donc une bonne partie de sa vie. Il n'a pas été toute sa vie esclave. Toussaint était quand même un esclave un petit peu particulier par rapport aux autres. C'est la raison pour laquelle, au bout de cette temps, ses maîtres l'ont affranchi. On ne voit plus les traces donc, de cette énorme plantation où il grouillait énormément d'esclaves. On a donc construit on a donc élevé un monument pour nous rappeler qu'ici a grandi et a vécu un grand homme, le précurseur de l'indépendance. On veut parler de Toussaint Louverture. C'est ici donc qu'il a donc, conçu et pensé et organisé, et avec les autres frères noirs, la résistance et contre l'esclavage. C'est donc là qu'a vécu Toussaint Louverture. On me dit que c'est ici qu'il a grandi dans l'esclavage, avant d'être affranchi à l'âge de 33 ans. C'est dans ce square qu'il était autrefois cocher, puis homme de confiance de son maître, Bayon de Liberta. Mais il ne reste rien, pas une ruine, pas un pan de mur de l'ancienne plantation coloniale. Rien qui ne rappelle ce passé, pourtant pas si lointain. Rien pour témoigner des dures journées de labeur dans les champs de café ou de canne à sucre. Juste cette statue, commandée par le président Aristide, pour célébrer le bicentenaire de sa mort. Nous sommes sur une habitation coloniale. Je crois que c'est l'habitation de Jumécourt. Donc il y a quelques éléments qui sont encore là sur l'habitation. Là, on a l'arc aussi. Ici, ça c'était l'entrée de l'habitation. On plantait la canne à sucre dans la plaine en bas. Et puis ici, là, ça c'est le complexe sucrier. Donc ici, on a un élément qui est encore là. Ça c'est l'étuve. C'est l'endroit où l'on séchait le sucre.
Et donc les champs étaient devant, les champs de canne à sucre, c'est toute la plaine. C'est toute la plaine, plantée en canne à sucre. Et puis, d'un côté, en haut, un petit peu surélevé, la maison du maître. Et puis, à côté, très éloigné, pas trop loin, on a la case des nègres. Il n'y a pas eu en Haïti, à proprement parler, une colonie de peuplement. Les Français n'étaient pas venus pour rester dans la colonie, mais c'était tout simplement pour faire de l'argent. Et même aussi au niveau d'infrastructure, la France ne va pas nous laisser une infrastructure, à proprement parler. À part les industries de la canne à sucre, on ne va pas nous laisser autre chose. Ça, c'est resté depuis l'époque coloniale. C'est resté là. Si on n'intervient pas, ça va partir un jour. Et Toussaint habitait dans une habitation comme ça? Oui, c'était comme ça. C'était une habitation coloniale, Breda, au haut du Cap. Mais il a eu... Bon, c'est pas comme Dessalines. Dessalines a passé plus de 40 ans dans l'esclavage. Mais Toussaint, lui, il a eu la chance d'être affranchi par le propriétaire de l'habitation. Donc, à son tour, à 33 ans, il n'était plus dans l'esclavage. Bon, comme on a mentionné ici, Toussaint devient à son tour propriétaire d'une plantation de café de 20 hectares. C'est peut-être son expérience qui lui a permis en quelque sorte de comprendre à fond le fonctionnement du système et par la suite, il pourra à son tour briser le système. À l'époque coloniale, il y avait 790 plantations qui faisaient travailler un demi-million d'esclaves dans les champs de canne à sucre. Saint-Domingue était alors la colonie la plus prospère du Nouveau Monde et fournissait à elle seule les 3/4 de la production mondiale de sucre. Aujourd'hui, toutes ces plantations ont disparu ou sont à l'abandon. J'apprends par hasard qu'il en existe encore une qui a été rénovée et transformée en musée. Là, c'est une vieille habitation coloniale. De plus en plus, elles sont réduites, elles s'en vont, on ne s'en occupe pas. Je crois avoir été peut-être le seul à avoir eu l'idée de la mettre, pourquoi? Parce que je suis architecte et que j'aime l'histoire. Alors voici la grande roue, et voilà, je voulais la faire tourner. Chada, vous voyez, quand on envoie l'eau arrive en haut. Il y avait un axe qui venait ici, et c'est là qu'il y avait le moulin et qui broyait la canne. Vous voyez? Et là, il faut les deux un petit peu. S'il vous plaît, bon petit coup de main là, balle au petit bourrade. Voilà, balle bourrade là, va descendre. Alors voici une habitation. Au sommet se trouvait l'habitation, la case du colon. Alors c'est de là qu'il pouvait contrôler son habitation. Il avait le regard là-dessus. À côté de lui, il y avait la case de l'économe, c'est son assistant. Et ici, c'était les ateliers. Et ici, c'est les cases des esclaves. Et vous verrez qu'on faisait une différence entre l'esclave blanc et l'esclave nègre. L'esclave blanc était logé dans un bel édifice, tandis que le nègre, on lui donnait une petite cahute. Qu'est-ce que vous appelez l'esclave blanc? C'était des gens, des malfaiteurs. Pendant 36 mois, ils s'engageaient et ils étaient de la plantation, travaillant comme des esclaves. Mais c'était des blancs qui venaient d'Europe, de France particulièrement. Après ces 36 mois, il était libre, il devenait citoyen à part entière. Tandis que les autres, c'était les esclaves, c'était les petits nègres qui étaient là, et qui avaient la vie dure. Ces esclaves, généralement, ça venait du Bénin. Je croyais tout connaître de l'esclavage.
j'avais lu La Case de l'oncle Tom et vu le film La couleur pourpre. Mais non. L'esclavage était en réalité bien autre chose que les rapports individuels entre un maître et son esclave que nous a montré le cinéma. En découvrant cette maquette, je comprenais que le système de la plantation était avant tout une machine économique basée sur le travail forcé et la violence. Alors, pour vous montrer comment le traitement infligé aux esclaves était terrible, voici par exemple une chaîne pour 4 esclaves. Vous voyez, il y avait un esclave ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. Mais toujours avec cette masse pesante, on pouvait à peine déplacer. Non, ça c'était pour l'attraper, l'esclave qui s'est sauvé. Donc ceci était attaché à un arbre. Et lui, il venait rôder, il lui fallait manger. Ça ouvre. Et l'esclave met le pied là-dedans et il est attrapé. La première fois qu'il était attrapé, on lui coupait un bras. La deuxième fois, une jambe. La troisième fois, c'était le cou. Donc c'était là-bas. Saint-Domingue était une usine à consommer du nègre qui a eu un rythme effrayant. Près des 2 tiers de la population étaient nés en dehors de la colonie. C'est-à-dire que les gens ne duraient pas. Un esclave, tout juste plongé dans l'enfer des ateliers, des manufactures, accusait une durée d'existence qui n'excédait pas 10 ans. Au-delà de 10 ans, on mourait. Il y avait pas mal de colons quasiment détraqués, comme Caradeux ou encore Madame Chancy, qui faisait rôtir son esclave son esclave cuisinier parce que ce dernier n'avait pas réussi à son goût le rôti. L'esclave, souvent, se confondait avec une des pièces de la machine et à trop placer les fagots dans le moulin, le bras parfois était pris dans le moulin. Et le commandeur était là, il fallait très vite résoudre le problème. On lui sectionnait le bras pour ne pas perturber le travail, pour ne pas troubler le travail. Et souvent, c'était la crise cardiaque. Et quand il parvenait à s'échapper, à survivre, c'était une loque humaine. Ce tableau représente un marché d'esclaves. Nous pouvons voir ici la table des vendeurs et tout ça. Et ici, les acheteurs qui sont en train de vérifier le produit, hein? Le bois d'ébène. Le bois d'ébène. C'était ça. On était des marchandises, on n'était pas des gens. Hein? On était comme des mulets ou des chevaux.